Bienvenue à tous. Ce soir, notre invité principal, c'est José Bové, mesdames, messieurs, bonsoir. José Bové, bonsoir. José, vous êtes ici pour une affaire un petit peu délicate qui commence à faire du bruit. José, on vous aurait vu dans la nuit du 11 au 12 février dernier en train de commander un Big Mac, une grande frite et un Coca Light au McDrive de Carcassonne. C'est vrai ou c'est une immonde rumeur pour vous déstabiliser, José? Bah, j'étais pas dans celui-là, j'étais dans un autre. Mais tu sais comment ils sont. Ouais, ça vous arrive? Non, jamais. Jamais. Ah non, c'est franchement dégueulasse, quoi. Ah non, ah oui. Ah oui. Franchement, je peux pas m'y faire. Hein. Ah oui. Ah, c'est à ce point-là? J'ai du mal à me faire à la viande recomposée, tu vois, à la salade, toujours la même, pleine de pesticides. Non, c'est pas les trucs pour moi, ça. D'accord, ok. Alors, José Ampère, nous serons tous les deux. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre parcours, de votre engagement, de votre score au présidentiel. 1,32, José. Bah, c'était déjà pas mal, parce que si tu veux, je suis quand même le seul qui me suis à présenter sans avoir un parti politique derrière. Même Picouli sur France 2, il fait mieux quand même. Enfin, 1,32. Si on fait ça ce soir, je suis viré, José. Donc j'espère j'espère qu'on va faire un peu plus. Alors quand on regarde votre échec au présidentiel, celui de Noël Mamère, celui de Marie-Georges Buffet, on se demande si c'est une bonne idée, la moustache, pour être président de la République. Donc, en P2, nous commenterons l'actualité de la semaine en compagnie de Alexandre Adler, qui publie chez Robert Laffont le nouveau rapport de la CIA, « Comment sera le monde en 2025 ?» Enfin, d'après la CIA. Hein. En même temps, la CIA, c'est quand même les mecs qui n'ont pas prévu le 11 septembre et qui n'ont toujours pas trouvé Ben Laden. Donc, on peut se poser des questions. Alors, où en sera le monde en 2025? Vous avez une idée, José? Non? Ah, je pense que une grande partie du monde aura les pieds dans l'eau, déjà. Est-ce que vous croyez qu'en 2025, Zora Dati sera présidente de l'UMP, José? Alors, toujours en P2, nous rejoindra Bruno Gassio de Canal+, qui nous parlera des Guignols et de Ségolène Royal. Vous savez qu'ils ont fait la couverture de Voici ensemble. Depuis, évidemment, on a vu Ségolène avec un autre homme en couverture de Paris Match, un dénommé André. On demandera à Bruno ce que ça fait de se trouver à la place de François Hollande. J'espère que c'est pas trop dur pour lui, voilà. En P3, après le zapping, Guillon et avant le champion de l'actu, nous accueillerons notre invité de 20h, ce soir l'alpiniste Catherine Destivelle, pour le film Au-delà des cimes. C'est la seule femme à avoir grimpé les Grandes Jorasses, le Cervin, la face nord de l'Eiger, en jupe. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, José, vous êtes né en 1953 à Talence, en Gironde, dans un milieu assez bourgeois, et votre enfance ressemble peu aux braves paysans que vous êtes devenus dans les médias, avec la pipe, la moustache, etc. Votre père a commencé chercheur, il a quand même fini à l'Académie des sciences. Votre mère était prof, vos parents ont été invités à l'université de Berkeley aux États-Unis. Au retour, votre famille s'installe à Versailles et vous poursuivez votre trip américain en vous gavant de hamburgers et de pop-corn dans une base de l'OTAN voisine de Versailles. Vous êtes inscrit chez les curés à Athis-Mons, vous faites le bac en section économie. Enfin, c'est pas raccord du tout avec ce que vous êtes devenu, tout ça, non? Bah, ça montre qu'on peut choisir sa vie. Ah oui, ça c'est sûr. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Hein, et moi, j'avais toujours eu envie d'être paysan quand j'avais 15 ans, 16 ans, ce qui est à peu près cohérent. Mes grands-parents étaient déjà paysans, et voilà. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir m'installer. Et c'est vrai que je me suis installé sur le Larzac, ça fait 33 ans maintenant. Ouais. Alors, en août dernier, lors d'un procès, le procureur a dit « Il est temps que José Bové mette fin aux agissements compulsifs qui résulte d'un Oedipe mal négocié. » Voilà. Alors, c'est vrai que votre père était spécialiste des plantes et qu'on dit souvent que vous passez votre vie à détruire ce qu'il a fait, à tuer le père, quoi. Bah oui, ça fait partie des fantasmes des procureurs. Ouais. Donc, ce qui fait que mon père a été obligé de faire une lettre qui a été lue le lendemain au tribunal pour dire qu'en gros, le procureur disait à peu près n'importe quoi et que donc, voilà, on était ensemble. Ouais. Voilà. Donc vous n'êtes pas en train de tuer le père, quoi. Ouais. En fait, c'est chez les curés à Athis-Mons que vous découvrez que vous êtes réfractaire à l'autorité et vous avez 15 ans quand votre maman est obligée d'aller vous chercher en prison pour la première fois, quand même, José. Ben, elle vient me chercher effectivement en garde à vue
parce que j'ai protesté contre le dernier bagne militaire qui existait encore en France. À Éton. À Éton. Voilà, on est au début des années 70. C'est incroyable, il existait encore un bagne militaire dans ce pays. Quoi. Voilà. Alors en 1968, vous êtes en 3e et vous faites une dissertation sur les voyages qui forment la jeunesse. Et vous, évidemment, en référence à Baudelaire, à Rimbaud, à Verlaine, vous dites en fait les meilleurs voyages pour former la jeunesse, c'est l'alcool, la drogue et le sexe. C'est bien. Ouais. Alors, vous avez votre bac en 70, vos parents retournent à Bordeaux, vous vous retrouvez tout seul à Paris. Là, alors bon, c'est la bonne époque, vous allez voir des films au Quartier Latin, des concerts de Léo Ferré à la Mutualité, vous fréquentez les milieux libertaires, vous devenez pacifiste. Et le tournant de votre vie, c'est 3 ans plus tard, en 1973, vous commencez votre lutte contre l'extension du camp du Larzac. À l'époque, en fait, vous fréquentiez la communauté de l'Arche, de Lanza del Vasto, qui est un disciple de Gandhi. À l'été 74, il y a quand même 50 000 participants au mouvement du Larzac. C'est quand même énorme que vous êtes arrivé à faire. Ensuite, vous militez au sein de la Confédération paysanne que vous participez à créer. Vous travaillez avec Greenpeace, vous travaillez pour améliorer le sort des Kanaks, ensuite contre les OGM. Alors, on en est où aujourd'hui de cette histoire d'OGM ? Aujourd'hui, on est dans une situation qui est plutôt assez positive, puisque la France, grâce à toute la mobilisation qu'on a organisée pendant 10 ans, a décidé de mettre en place un moratoire, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'OGM dans les champs en France. Et au niveau européen, on a maintenant une très grande majorité des pays européens qui refusent des OGM. Mais quand les scientifiques disent que les OGM n'ont aucun effet sur la santé humaine et animale, ça vous fait pas réfléchir quand même, non ? Moi, j'aimerais bien pouvoir avoir la même conviction. Simplement, il n'y a eu aucune recherche qui a été faite sur les questions animales et sur la santé. Depuis 15 ans qu'on en parle, il n'y a personne qui a fait d'études là-dessus, je comprends. Jamais. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les seuls dossiers scientifiques, ce sont les dossiers qui ont été proposés par les firmes qui mettaient en place les OGM. Donc, il n'y a jamais eu de contre-évaluation. Ça fait quoi le maïs transgénique ? Ça fait quoi ça brille dans le noir ? Ça a le goût de chocolat ? Ça fait quoi, tu sais, le problème, c'est qu'on ne peut pas les reconnaître. Et à moins de les tester, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on les découvrait, dans les champs. Nous, on dit que c'est un système totalitaire parce que les autres formes d'agriculture sont plus possibles. Et c'est ça le danger des OGM. Oui, c'est de marchandiser l'agriculture. On marchandise les semences et on oblige les paysans tous les ans à racheter leurs semences. Mais ce que ne supportent pas les marchands en général, c'est que la vie, elle se reproduit gratuitement dans le champ du paysan. Et la sexualité étant gratuite, eh bien, c'est insupportable pour un marchand. Donc, il faut aller contre ça, il faut pouvoir privatiser et rendre ça rentable. Alors, votre coup de génie, José, c'est en 1999, donc le McDo de Millau. Ce jour-là, vous devenez une star. Il y a une photo de vous, d'ailleurs, quand vous brandissez les menottes, qui est assez comparable à la photo de Cohn-Bendit en 68, face au CRS, comme ça. Là. Il y a quelque chose espèce de liberté qui s'exprime. Effectivement, ce démontage du McDo, c'est vrai que c'est une réaction à la décision de surtaxer le Roquefort. C'est une action qui se mène dans la bonne humeur, dans la joie. Il y a 400 personnes, les gens sont là en famille. Et puis, voilà, il y a une juge qui décide de nous arrêter, de nous mettre en prison et surtout de demander qu'on paye une caution pour sortir. On se croyait dans un mauvais film américain. Donc moi, j'ai refusé. Ce qui a évidemment leur posé un problème parce que j'étais le seul prisonnier qui pouvait décider du jour où il sortait de prison. Et ce sont les paysans américains qui se sont cotisés pour payer la caution. Voilà. Alors on continue après donc les grands rendez-vous internationaux comme Seattle, Porto Alegre, Gênes. Et en 2002, vous vous rendez en Palestine, vous rejoignez Yasser Arafat au palais présidentiel de Ramallah. Vous êtes menacé par l'armée israélienne qui vous arrête à la sortie et vous expulse. Et de retour en France, en évoquant la vague d'attentats à l'époque dans les synagogues, vous accusez les services secrets israéliens d'avoir pratiqué ces attentats pour que les gens, finalement, tiennent mieux compte du sort des populations d'Israël. Oui, c'est une connerie. J'ai dit une connerie. C'était incompréhensible. Quand des gens souffrent, c'est pas audible. Moi, je m'en suis excusé publiquement et je pense que il fallait le faire. En même temps, aujourd'hui, je pense que la situation du peuple palestinien est encore plus dramatique que celle que j'ai vécue en 2002. Alors récemment, le magazine Marianne écrivait « Beauvais est une icône médiatique, un inoffensif gueulard, formaté pour le 20h et les débats amidonnés, ses provocations l'apparentent aux publicitaires cherchant à fourguer leurs marchandises. Celle-ci est dévaluée,
le voilà à la remorque de Cohn-Bendit. C'est ce que tu veux dire. Hein. Ah oui, ils y vont pas de main morte. Hein. Voilà, mais sinon, ça serait pas Marianne. Alors, Marianne dit que vous êtes à la remorque de Cohn-Bendit. Pourquoi vous n'êtes pas à la remorque de Besancenot? C'est quand même quelqu'un qui est plus proche de vous, non? Moi, le problème que j'ai, c'est pas avec Besancenot, je pense que c'est avec le projet plutôt du NPA. Moi, je pense que la logique capitaliste est une logique néfaste, que l'écologie n'est pas soluble dans le capitalisme, mais je dis qu'en même temps, remettre en cause simplement le capitalisme ne suffira pas. Parce que moi, je vois le projet productiviste, communiste qu'on a eu en Union soviétique, c'est lui qui a permis de détruire la mer d'Aral. Donc voilà, moi je pense que si on ne remet pas en cause le modèle économique, le modèle de production et le modèle de consommation, on va dans le mur. Et puis, si tous les habitants de la planète avaient le même mode de vie, et c'est légitime qu'ils le revendiquent, il faudrait 4 planètes. Or, on n'a pas des ressources pour 4 planètes. Ça serait donc... Si on n'a pas cette interrogation, on ment aux gens et on leur vend du vent. Vous pensez que vous allez être élu à Strasbourg? En 2013, il y a la réforme de la politique agricole commune. Vous voulez être là? Et moi, j'ai envie d'être là pour mener ce combat, parce qu'on a quand même toujours 80% des aides qui vont à 20% des agriculteurs au niveau européen. Et il y a une ferme qui disparaît toutes les 3 minutes en Europe. En France, on a perdu depuis 1992, depuis la première réforme de la politique agricole, 2 millions d'emplois paysans. Donc on peut inverser. Et à un moment où on parle effectivement de chômage, de création d'emplois, ben là, c'est vraiment une niche, un endroit où on peut créer de l'emploi. Et nous recevons Alexandre Adler, bonsoir. Et Bruno Gassio, bonsoir. Bonsoir. Alors Alexandre Adler, vous êtes historien, journaliste, essayiste, hypermnésique, et vous publiez chez Robert Laffont le nouveau rapport de la CIA, Comment sera le monde en 2025. Voilà. Alors, je ne savais pas qu'en vous invitant tous les deux, en fait, je risquais de créer un conflit. J'ai lu en préparant cette émission que José était votre bête noire, enfin votre bête de couleur, je dirais. Non, les choses se sont calmées. Lorsqu'il dit que notre mode de produire va changer radicalement, je suis entièrement, j'ai pas la moindre divergence. Donc, si vous pensez ça, c'est qu'il va vraiment changer le mode de production, alors. Ah oui, c'est un pas énorme. C'est énorme. Non, parce que, comme à un moment, vous disiez, José Bové, c'est un Poujade. Alors, Pierre Poujade, leader populiste des années 50 pour les plus jeunes, c'est un Poujade qui se fait passer pour Gandhi. J'ai trouvé que le démontage du McDo, avec le relent un petit peu anti-américain que ça pouvait avoir, et puis la légitimation de la violence petite commerçante, quoi, qui était c'est Poujade. C'était Pierre Poujade, et puis il était de la région, donc j'ai dit ça. Mais je ne le dirai plus aujourd'hui, parce que les choses ont évolué. Il n'y a plus d'anti-judaïsme ordinaire, comme vous l'aviez dit à l'époque. Non, ça c'est fini. Bon, serrez-vous la main, alors, non? Vous voulez pas lui serrer la main? Il n'y a pas de problème. Serrez-vous la main. Ah bah bien sûr. La main. Si c'est ça, bien sûr. Pour sceller cette réconciliation, je vais vous faire une interview. José, mon ami. Alors, sur quoi êtes-vous d'accord avec José Bové, Alexandre? Je suis d'accord sur son ralliement à Daniel Cohn-Bendit, puisque Daniel Cohn-Bendit serait prêt à participer à un gouvernement socialiste dirigé par Ségolène Royal ou Martine Aubry. Ça, je trouve ça très positif. Moi, je crois que l'alternance est nécessaire et que la sensibilité verte doit être représentée dans cette alternance. Quelle est la plus grande qualité que vous trouvez à José Bové? Un côté courageux et direct, on va dire. Oui, il s'aime bien, dis donc, là, vraiment. Ah non, mais vous me demandez... Pour un mariage. Ça va se terminer, pas demandé ses défauts. Ça m'intéresse, ça, par contre. Quoi? Tu vas pas parler de ses défauts. Ah non, on n'est que dans le positif, on est que dans l'amour. On est dans l'amour, le partage. Positif. Ah non. Tu as beaucoup changé. Non, mais c'est lui et c'est eux qui ont changé. À 0% de croissance, les passions se calment. Vous le trouvez intelligent, José Bové? Ah oui. Vous le trouvez sincère? Sincère, certainement. Bon. Pensez qu'il a de l'avenir? Oui, jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que il n'est pas le leader, il ne sera pas le leader des Verts, parce que c'est un personnage trop controversé. Qu'est-ce qui pourrait vous faire voter pour la liste Europe Écologie? L'héroïne, la coke, des trucs. Dites-le. Une drogue dure. Une drogue dure. C'est-à-dire, c'est pas mon parti. Si le problème de l'environnement est absolument central, néanmoins, on s'en sortira quand même par plus de science, par plus d'investissement dans la technologie. C'est là, je pense, qu'on peut économiser beaucoup. Bon, donc vous publiez sur Robert Laffont le nouveau rapport de la CIA, Comment sera le monde en 2025.
Déjà, si vous pouviez nous dire comment il sera en 2010, ça sera formidable. Mais bon, vous dites qu'en 2025, le président des États-Unis sera celui qui a le plus d'amis sur Facebook. Mais cela dit, le rapport est surtout intéressant parce qu'il a quand même été écrit 6 mois avant Obama. Et c'est tout le programme d'Obama exprimé par des gens de la CIA qui sont quand même un peu, qu'on croyait à droite de Genghis Khan. Absolument, oui. Vous dites que le rôle des USA va décliner. Vous regrettez toujours Bush, vous avez été quand même un très grand bushiste. Je pense que l'homme n'était ni dénué de sincérité, ni dénué de morale, et qu'il avait beaucoup de courage dans une situation terrible, celle du 11 septembre, où il a dû faire face quand même à des choses un peu... Alors donc, moi, je pense qu'en plus, n'est-ce pas, comme il y a un climat actuellement à bas les vaincus, vous ne me ferez jamais dire du mal de Bush. Vous risquez de vous redisputer avec lui, là. C'est vrai que le mensonge sur... voilà, les raisons qui ont amené à l'invasion, cette espèce de faux dossier pour justifier, ça, c'est quelque chose qui n'était pas correct. Là, je serais assez d'accord, c'est tous les points faibles de Bush. Ce qui reste, c'est sa détermination à combattre un adversaire qui avait créé une situation absolument... Enfin, non, mais Alexandre, arrêtez-vous. Il est allé envahir l'Irak, qui était pour rien dans le 11 septembre. Je veux dire, quoi, c'est un hypermnésique, donc il sait des choses qu'on ne sait pas, qu'on a retenues d'il y a vachement longtemps, c'est pour ça. En fait, il y aurait peut-être des preuves comme quoi c'était bien d'attaquer l'Irak, parce que l'Irak serait derrière Al-Qaïda, en gros. L'Irak n'était pas derrière Al-Qaïda, mais l'Irak avait des relations extrêmement étroites avec les militaires pakistanais qui, eux, étaient derrière Al-Qaïda. Et donc, le dossier irakien a été totalement piégé. Donc, vous qui faites des livres avec les gens de la CIA, vous savez où est Ben Laden, Alexandre? Oui. Énorme. Non, mais c'est énorme. Truc, ça fait longtemps que j'étais pas venu. Attendez. Je vais appeler tout de suite. Vous pensez qu'il est dans les zones tribales? Non, justement, voilà. Tous les chefs d'Al-Qaïda, tous, qui ont été arrêtés, l'ont tous été arrêtés, non pas à Courchevel, mais ils ont été tous arrêtés dans une ville de plus d'1 million d'habitants. Toute personne qui a fait de la résistance vous le dira. On n'a pas beaucoup arrêté de résistants à Paris, dans un petit village, parce que les gens parlent, etc. Donc, en fait, mon pari, c'est que Oussama Ben Laden, tout comme les autres, est quelque part dans une grande ville du Pakistan, dans le sous-sol d'une madrasa. Oussama, si tu nous regardes, fais gaffe, ils vont te choper cette fois. Parce que Khalid Mohamed Sheikh, qui a avoué qu'il était l'ingénieur, il a été pris à Faisalabad, 1 500 000 habitants. L'administrateur Abou Zubeida, il a été pris à Lahore, 4,5 millions d'habitants. C'est là qu'on se cache bien. Ce qui est génial avec Adler, moi je le trouve formidable, c'est qu'Adler, quand tu le lances sur un truc, comme il est hypermnésique, il connaît le nom des mecs qu'on a arrêtés, la ville où on les a arrêtés, et le nombre d'habitants dans la ville. Et les lignes de bus dans la ville, vous les connaissez pas? Les lignes de bus, non. Évidemment. C'est incroyable. C'est qui le gardien de but du FC Nantes? Il sait pas. Alors, il y a un truc dans votre bouquin très intéressant, c'est que les émissions de gaz à effet de serre pourraient dépasser un seuil au-delà duquel on ne pourrait pas revenir à l'équilibre. Ça veut dire qu'il y a un moment où, de toute façon, ça sera cassé. On ne pourra pas revenir. Alors, on a 20 ans. On a 20 ans pour changer cette réalité. Et si le politique ne prend pas ça en compte, c'est-à-dire qu'on n'inverse pas le processus en mettant ça au centre... ça sera irréversible. Ça sera irréversible. Alors, c'est incroyable. Il y a un truc que je ne comprends pas. La CIA écrit des trucs comme ça, qui sont incroyables. Pourquoi Bush ne signe pas Kyoto? Il est l'élu à la fois du big oil, des grands intérêts pétroliers et énergétiques, et aussi il a derrière lui les producteurs d'automobiles américains, c'est-à-dire le rêve américain des années 50. General Motors est en faillite. Et ça, c'est la même chose qu'on est en train de vivre en Europe. C'est-à-dire que là aussi, si on ne prend pas conscience que toute l'industrie automobile aujourd'hui, dans la situation de l'aciérie, il y a 30 ans, et qu'on ne refera pas l'industrie automobile telle qu'elle était, ça ne sert à rien de leur filer des milliards changer. Si on ne les oblige pas à faire des voitures propres, évidemment. Mais ce n'est pas que les voitures propres, il faut transformer, y compris toute la cohérence sur le transport. C'est la révolution, quoi, là. Mais c'est un truc complètement génial. C'est la révolution. C'est un truc extraordinaire. Il y a des entrepreneurs qui ont compris ça. Ça te surprend de voir Adler défendre l'écologie comme ça?
Non, mais c'est extrêmement rassurant. Ça veut dire qu'en fait, dans les idéologies, tout le monde est paumé. Ouais. Et qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des gens qui s'arc-boutent sur l'idée que le libéralisme, c'est pas ça qui est mal, c'est pas ça qui est mauvais, c'est les excès du... Non, c'est tout le système qui est mort, qui est foireux. Donc il faut bien le changer, il faut changer toutes les bagnoles, il faut repenser comment on mange, il faut repenser comment on se déplace, comment on s'habille, comment on se loge. Il faut repenser tout ça. C'est un chantier génial qu'on a à faire. Alors, Bruno, bonsoir. Donc, Bonsoir. on a beaucoup pensé à vous cette semaine, évidemment, avec les 20 ans des Guignols. C'est vrai qu'après 15 ans de Guignols, vous êtes devenu allergique au latex, Bruno. Et voilà, on y est. Quelle marionnette a pleuré quand vous êtes parti, Bruno? Celle de Chirac. Celle de Chirac. Celle de Ah Chirac ouais. a chialé. Ouais. Et c'est vrai que la marionnette de Chirac vous appelle des fois pour prendre de vos nouvelles. Ça vous a une très bonne C'est la relation. marionnette de sa femme que je vois dans la rue, puisqu'on Ah ouais. habite, on est voisins, elle promène une sorte de petit bichon. Ouais. Et parfois, j'ai envie de mettre des coups de pied au chien. Me dire, allez, comme ça, allez, fais-le, ose. Et puis non. Alors après, bon ben voilà, il y a eu le fameux dîner chez Daniela Lombroso. J'ai bouffé avec Daniel Lombroso, ils se sont foutus de ma gueule, les auteurs, pendant je Voilà. ne sais combien de Bah, temps. faut dire qu'il y avait Ségolène Royal quand même. Ah oui, tiens. Oui, il y avait Ségolène À mon Royal avis, au c'est dîner, ça. ouais. À mon avis, c'est ça. Donc, on vous a vu quelques mois plus tard en couverture de Voici avec Ségolène Royal. Voilà, bon. Alors, j'ai pour règle de ne pas commenter les événements qui sont relatés dans ce genre de presse. Voilà. Non, mais vous étiez quand même en couverture de Voici avec Ségolène. Oui, ça ne se commente pas. Ça ne se commande pas. Et quand vous la voyez en couverture de match avec Dédé, par André, vous dites... Bah, je ne peux pas commenter ça. D'accord. Tous les Ouais, journaux People ouais, ne se ouais, commentent pas. Et vous vous sentez pas un petit peu François Hollande aujourd'hui, non? Comment dire en termes choisis, ça ne se commente pas sans que ça se voit que je répète la même phrase tout le temps. Vous en pensez quoi, vous? José, alors... Ça, par contre, que les gens donnent leur avis, les gens donnent leur avis, j'adore ça. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous croyez que c'est... Un, je regarde pas. Ah, Vous lisez pas Et Voici? deux, j'en ai à peu près rien à foutre. Ah ouais. À peu près, ouais. Je zappe complet, c'est-à-dire que je regarde même pas dans le kiosque. Bruno, on vous aurait aperçu en compagnie de Martine Aubry. alors ça, je préférais que ça reste vraiment secret. Bon, attends, parce que là, c'est énorme. Il Oui. faut toutes. Alors, bientôt Marie-Georges Buffet, enfin... Non, mais c'est ça d'être trop beau, Bruno. C'est vrai, tu le trouves? Bon, Ça allez, fait des années qu'il a envie de me pécho. on passe aux commentaires de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 1. Ah, la France, mais à quoi ça sert la grève, les manifs? Ça sert à rien, dit Brice Hortefeux, c'est juste une originalité française. Ça sert à rien, dit Laurence Parisot, c'est juste de la démagogie. Ça sert à rien, dit François Fillon, c'est pas comme ça qu'on relancera notre économie. Dans le fond, ils ont tous un peu raison. C'est pas en allant brailler dans la rue qu'on va sortir de la crise. Mais que voulez-vous? Il y a des trucs comme ça qui servent à rien et pourtant, qu'est-ce que ça fait du bien? Il faut rester motivé, motivé, motivé. Je dis pas que c'est utile, hein. Je dis que ça soulage. Voilà, c'était les infos de Blacko 1, mise en image de Julien Grappe. Voilà. Alors évidemment, dans l'actu de cette semaine, le retour du jeudi noir. Enfin, on a beau dire avec le soleil, c'est plus sympa quand même, non? Moi, j'étais à cette la manif. Les gens, ils étaient tous, effectivement, en disant, ça peut plus continuer, on a Ouais. envie que les choses changent. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti le plus dans cette journée, c'est qu'ils attendent qu'il y ait une réponse. Or, effectivement... Il n'y aura pas de réponse. Et il n'y a aucune réponse pour l'instant. Sarkozy, il a été élu sur un projet de remettre tout ce système en cause. Et aujourd'hui, il est quand même très Mais embêté. pourquoi Sarkozy n'a pas retourné sa veste? Mais il l'a fait, non? Pas tellement. Moi, j'ai pas l'impression. Ah, vous quand trouvez même qu'il l'a fait? Moi, je trouve que sûr, il aurait quand dû même. dire, bon, moi, je suis venu sur un programme libéral, il y a la crise, donc maintenant, je vais vous faire un programme de gauche, voilà, puis En voilà. gros, c'est ce qu'il fait quand il dit qu'il n'accepte pas les licenciements. Alors, il est bien incapable, probablement, de les ne pas les interdire. accepter vraiment. Ouais. Mais il a tenu un discours entièrement étatique, entièrement d'intervention, de volontarisme depuis un an Mais et ça, demi. c'est des mots, Alexandre. Voilà un type qui, toute sa vie, a cru à un modèle, un peu comme les communistes. En 89, le mur tombe, on leur dit ça marche pas, votre truc. Ouais. Et tout le monde se dit, ah, et ils essayent de résister un moment. Lui, il est dans le même cas. Ouais. On lui explique qu'aujourd'hui, les faits lui disent,
le libéralisme tel qu'il est fait là, ça fonctionne pas. Ouais. Et il faut un moment avant qu'il se retourne, le pauvre garçon. Il peut faire des déclarations, mais il est mal, il doit être mal. C'est surtout quand il fait des déclarations en disant pas le droit de licencier par-ci, par-là. Mais sauf que les mecs, qu'est-ce qu'ils fassent? C'est des entreprises qui ne sont pas nationalisées. Ils ont mis en place un système qui fait que justement les entreprises n'ont aucun compte à rendre à l'État. Me permettre, moi je serais pour la nationalisation de Total. Voilà, non mais c'est Adler qui est pour la... Non, mais c'est marrant comme époque. C'est marrant. C'est une époque très marrante. Moi, je trouve qu'il y a un vrai parallélisme entre Jospin qui dit, quand les salariés de Michelin protestent, dit l'État ne peut pas tout. Ouais. Et on a aujourd'hui Sarkozy qui dit l'État peut tout, mais en réalité, il ne fait rien. On ne va pas régler ça de manière franco-française, ça n'a pas de sens. Nous, on fait une proposition avec Dany, c'est qu'il faut qu'on ait un Bruxelles de l'emploi. Oui. Comme il y a un Grenelle de l'emploi, il y a un Bruxelles de l'emploi. Que les gens assument leurs responsabilités. Ouais. C'est-à-dire que si l'Europe existe, c'est pour ça. Quand Laurence Parisot dit la grève a un coût en termes de démagogie, d'illusions créées, quand elle dit c'est une facilité, je ne crois pas que ce soit une réponse. C'est une mauvaise patronne. Parce que je pense qu'un patron ne devrait pas commenter les grèves comme ça, car l'exercice du droit de grève et du droit de manifestation, c'est la paix civile. Il suffit il a un retour, hein. Il a un retour de ses idées de jeunesse, Adler, là. Hein. Et il le fait bien. Un big up pour Adler, un big up pour Adler. Voilà, on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 2. Pauvre riche, il y a encore 2 ans, la Rolex était à la mode. Pour être dans le coup, fallait gagner plus. Resto sur les champs, vacances sur les yachts. Être pété de thunes, c'était tendance. Aujourd'hui, la mode a tourné. À l'heure où on supprime les dividendes, où on dresse la liste noire des paradis fiscaux, ça fait vraiment ringard d'être riche. Non, pour être dans le coup, faut être pauvre. Regardez les médias. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Il y en a plus que pour les chômeurs, les plans sociaux, les manifs. Et comme d'habitude avec les mouvements de mode, ceux qui étaient hier vos plus grands fans sont aujourd'hui ceux qui vous détestent le plus. Ainsi, 2 ans après avoir voté le bouclier fiscal, voilà qu'une partie des députés UMP veut maintenant le supprimer. Ah, pauvres riches. Heureusement que notre président est là pour les défendre. J'ai pas été élu pour augmenter les impôts. Ah bah normal, hein, quand on épouse une riche héritière, faut défendre les intérêts de la famille. Voilà, c'était les infos de Blacko 2. Alors, le bouclier fiscal, donc, évidemment, il y a les pour, hein, Sarkozy qui dit « j'ai pas été élu pour augmenter les impôts ». En fait, il avait été élu pour augmenter le pouvoir d'achat, mais bon, il l'a pas augmenté non plus. Éric Woerth, évidemment, qui dit « on va pas changer d'avis tous les 4 matins ». Gad Elmaleh, qui est pour le bouclier fiscal, il l'a dit chez Marc-Olivier Fogiel. Il voudrait un bouclier fiscal en or incrusté de diamants, un truc, quoi. Et puis voilà, il y a ceux qui sont contre. Alors le gauchiste Villepin, qui veut passer le bouclier fiscal à 60%. Le gauchiste Maignery, qui est contre le bouclier fiscal. Le gauchiste Larcher, qui est quand même président UMP du Sénat. Donc voilà, ça continue, c'est extraordinaire, non? C'est magnifique, moi j'adore ça. Moi, ils m'ont renvoyé un chèque à moi de 50 000 euros que j'avais déjà donné aux impôts. J'en avais pas besoin de cet argent. Ils me l'ont rendu. Et je trouvais ça extraordinaire. Ça profite vraiment qu'aux riches. Et moi, je trouve ça choquant que ma mère, elle, qui a une retraite mais absolument dérisoire, attend que je l'aide à 75 piges pour pouvoir être bien. C'est pas normal. Je préférerais que mon argent serve à ça. Le problème, c'est que moi, j'aurais toujours aimé payer des impôts. Ah, t'en as jamais payé. Et en fait, j'en ai jamais payé parce que j'ai jamais eu le revenu nécessaire pour le payer. Et donc voilà. J'ai vu ta baraque. Ben oui, non, mais toi, j'ai payé, j'ai emprunté, tu vois. Mais non, mais toi, tu es payé par Via Campesina. Non, j'ai pu payer par ça. Non, non, je n'ai que mon revenu de l'exploitation. Ouais. Donc, c'est-à-dire 1200 €. C'est ton fromage de chèvre, alors. 1200 € par mois. Donc voilà, c'est ça, c'est la réalité. Tu sais que Bruno, c'est pas du fromage de chèvre, c'est du fromage de brebis. Il a fait du fromage de chèvre. Fromage de chèvre. Oui, vous avez ça en commun. Moi, ce qui me scandalise un peu, c'est qu'en même temps, on voit bien que c'est très symbolique, cette histoire. Parce qu'il y a 30 000 bénéficiaires environ, alors qu'on a 7 millions de personnes aujourd'hui qui sont dans la pauvreté. Et c'est vrai que moi, ce que j'attendais après la manif, c'est qu'il y a au moins cette annonce qui soit la première annonce en disant, voilà, on arrête avec ce bouclier fiscal, on s'est planté. Je ne sais pas, déshonorant
je pense, pour un chef de l'État, de dire « je me suis trompé ». Non, il ne s'est pas trompé. Il l'a mis à une époque où il n'y avait pas la crise. Alors, il y a 2 jours, 3 jours, il a quand même redit publiquement « Bien sûr. j'ai pas été élu, donc circuler, il n'y a rien à voir ». Encore une fois, quand on me rend de l'argent, je ne veux pas gueuler, hein, je le prends. Mais je me dis, la solidarité, est-ce que ça a un sens aujourd'hui? Quand je vois le salaire de la nana qui enseigne à mes gosses, je me dis, j'ai honte. C'est honteux, on doit augmenter ces gens. Les infirmières qui ont soigné mon père sur son lit de mort, putain, quand elles m'ont dit ce qu'elles étaient payées, parce qu'on avait le temps de discuter sur une agonie, on a vachement le temps, et ben quand je vois le dévouement qu'elles mettent et l'argent qu'elles touchent, j'ai honte. Alors on va me dire, ouais, c'est super démago ce que tu dis. C'est pas de la démagogie, c'est la réalité de la vie de tous les jours. Et mes impôts à moi, j'aimerais qu'ils aillent là. Alors on continue notre commentaire de l'actualité de la semaine avec les infos de Blacko 3. Trop balèze ce Benoît XVI, il a tout compris aux lois du showbiz. Pour faire parler de toi, eh ben il faut être celui par qui le scandale arrive. Alors après le coup de l'évêque négationniste, après le coup de la petite brésilienne violée et avortée, le voilà qui s'attaque à la question du sida en Afrique. Et selon lui, qu'est-ce qui aggrave l'épidémie et qu'il faut absolument interdire? Le préservatif, bien sûr. On ne peut vaincre le sida par la distribution de préservatifs. Au contraire, il augmente le problème. Alléluia! Sacré Benoît! Des fois, on se demande si Jésus n'est pas monté au ciel, juste pour ne pas avoir à se retourner en permanence dans sa tombe à chaque fois que le pape dit un truc. Voilà, info de Blacko 3. Évidemment, on savait que l'Église soutenait la position que le préservatif n'était pas la solution, que la solution c'était l'abstinence et la chasteté et l'enseignement catholique. Mais là, il a quand même dit que le préservatif accroissait le problème. Alors ça, c'est quand même énorme. Alors, j'ai vu Di Falco à la télé, Monseigneur Di Falco, qui a dit oui, c'est parce que les gens en Afrique réutilisent les préservatifs plusieurs fois. Il les retourne. Oui, qu'est-ce qu'il y connaît, Di Falco? Moi, ça ne m'étonne pas tellement. On oublie d'où il vient, Ratzinger. On oublie la façon dont il a construit depuis des années et des années, effectivement, une théologie très dure et qu'il a mis en place tout un système au niveau des pays, on peut qualifier de réactionnaire au niveau des évêques. Moi, j'ai l'impression que là, il y a un vrai projet politique qui est dangereux. Alors c'est encore plus dangereux parce que ça met en danger des populations qui sont fragiles, qui sont soumises. Et on voit bien en Afrique les dégâts que fait le sida. Faire ça, c'est vraiment assassiner encore une deuxième fois les gens, quoi. Ouais. Pas mieux. Pas mieux. Vous savez que la majorité des catholiques de France, y compris les évêques, non, ils sont des protestants libéraux du début du siècle. Ah ouais. C'est-à-dire qu'ils sont, ils croient effectivement en la divinité du Christ, ils croient en la rédemption, mais ils pensent que la Bible doit pouvoir être examinée de façon critique et que l'Église n'a pas à intervenir sur la vie privée des gens. Donc, en fait, oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous dites les gens qui aujourd'hui, en France, s'affirment catholiques sont en fait des protestants qui s'ignorent. Au point où ils en sont arrivés c'est tout maintenant, à fait juste, c'est vrai. Ils sont à peu près comme étaient les protestants de 1920 dans le Alors je suis protestant, je découvre ce soir. Oui, bien sûr. Moi, je me demande si cet homme, de bonne foi en plus, bien sûr, ne va pas conduire l'Église catholique à l'explosion. Parce qu'encore 2-3 coups comme ça, et toutes les églises de l'Europe, du nord, les Hollandais, bien sûr, les Belges, mais bien entendu aussi l'Église de France, qui n'est pas rien, eh ben, elles vont mettre crosse en l'air, si j'ose dire. Crosse en l'air. On n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Rappelez-vous que sœur Emmanuelle disait qu'elle avait toujours des préservatifs dans les poches pour les distribuer partout où elle allait. Est-ce que le pire chez ce pape Benoît XVI, c'est pas le manque d'empathie qu'il a, le manque d'humanité qu'il a? C'est un très brave homme, mais qui a cru à tout ce que disait l'Église au sens littéral du terme, depuis son village bavarois, et qui n'a jamais connu la vie. Alors que Jean-Paul II, c'est pas ça. Il est sorti d'un séminaire de Rome, il est rentré dans la Pologne stalinienne. C'est-à-dire qu'il a mis sa vie en cause, il a mis sa vie en jeu, il était pour les prêtres ouvriers. Alors avec toutes les fermetures que peut avoir un prêtre polonais à un certain nombre de choses, c'était un homme qui était dans la vie. Et c'est ça que les gens sentaient, et il se serait débrouillé pour ne pas dire une chose aussi terrible. Je voudrais juste avoir une petite pensée pour les médecins qui sont en Afrique en train d'expliquer à des gens qu'il faut mettre des préservatifs et qui viennent de voir 25 ans de boulot foutu en l'air en une seule phrase et avec le truc. Les mecs, courage, bossez, accrochez-vous, allez au boulot.
Ça va être terrible pour eux. Et en plus, c'est le site d'action, donc c'est vraiment... Allez les gars. T'as choisi le pire jour, Benoît. Bien, Alexandre Adler, merci d'avoir été avec nous. Comme vous le savez, en P3, nous accueillons un invité de 20h. Ce soir, Catherine Destivelle. Bonsoir. Toujours en compagnie de José Bové et de Bruno Gassio. Alors Catherine, bonsoir. Donc, vous nous parlerez de votre film Au-delà des cimes, qui sort le 8 avril dans toute la France. Je crois qu'on peut dire que vous avez été la meilleure grimpeuse du monde, après Brigitte Lahaie, bien sûr. Voilà. Je sais, après toutes ces années, vous êtes toujours en forme. Vous allez escalader la face nord de Guy Carlier, bientôt. On en parlera à 20h. Mais en attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir Stéphane. Ah, le voilà, le fameux Stéphane Guillon. Ah, te voilà, toi. Voilà. La pomponnette. Ah, tu es bien dans la merde, hein. Ils vont pas te lâcher, crois-moi. Tu en as pour un moment. À vous Stéphane, pour la semaine des Guillons. Alors, pas de revue de presse aujourd'hui. Ah oui. Non, trop peu de choses intéressantes dans l'actualité. N'ayez pas de regrets. Nous avons la chance d'avoir sur ce plateau quelqu'un qui est une revue de presse à lui tout seul, Monsieur José Bové. José Bové, vous êtes contre les OGM, organismes génétiquement modifiés. Vous êtes contre Ariel Dombal. Vous préférez les filles bio, naturelles, élevées dans le Larzac, avec un petit peu de poil sous les bras, quand ça sent bon la paille et le fromage de chèvre. José Bové a un passé de petit voyou, réfractaire à l'école, au service militaire, viré d'un lycée de jésuites pour avoir fait l'apologie de la drogue dans une dissertation. Vous auriez dû accompagner Nicolas Sarkozy au Mexique. Il était hébergé chez Roberto Hernandez Ramirez, le Tony Montana mexicain. Je vais vous dire une chose, monsieur Ardisson. Roberto Hernandez est un homme délicieux qui, malheureusement pour lui, souffre d'un gros problème de sinusite. Il n'arrête pas de renifler. C'est un businessman remarquable qui s'est spécialisé dans les gâteaux. Il y avait de la farine dans toutes les pièces. Et Doc Gynéco, qui est passionné de pâtisserie, m'a demandé de lui en ramener. Alors avouez, monsieur Ardisson, qu'un rappeur qui cuisine, c'est quand même plus sympathique qu'un rappeur qui fait des tags. Voilà. Bon, revenons à vous, José. Un casier judiciaire long comme le bras. Vous avez arraché des tas de choses dans votre vie, du maïs, du soja, du riz. Du riz à l'aide de militants indiens. Ils l'ont bouffé après. Un Indien qui arrache du riz, transgénique ou pas, il le bouffe. Le 12 août 1999, vous saccagez le McDonald's de Millau sous prétexte que l'entreprise représentait à vos yeux le symbole de la malbouffe et du capitalisme apatride. Vous savez combien de temps il faut pour élever un poulet de fast-food, José? 21 jours. 21 jours. 21 jours de passion et d'amour. Ils ont un système de pompe à vélo qui mettent dans le cul du poussin. Le poussin gonfle, gonfle, et quand il éclate, ils en font des nuggets. Vous nous fatiguez avec vos combats. Laissez-nous aller au McDo si ça nous fait plaisir. Moi, je rêve d'un Jean-Pierre Coff qui nous inciterait à bouffer de la merde. Les animaux nourris de façon naturelle, on s'en branle, monsieur Bové. Le cochon à la dioxine, la recette à 3 ans, c'est typiquement de la nouvelle cuisine. Ça fait des cochons bien gras, un peu caoutchouteux. Je m'adresse aux agriculteurs, à monsieur Bové avec sa moustache qui trempe dans sa soupe. On sait pas ce qu'il a fait avec avant, c'est dégueulasse. Vous mélangez, monsieur Bové, écoutez-moi, bordel. Vous mélangez des farines carnées avec de l'huile de vidange. Tout le monde a un petit garagiste de quartier près de chez soi. On vient avec son bidon comme dans le temps. Il vous verse une huile bien rance, à la louche. Vous mélangez la mixture et vous filez le tout au cochon. On peut se faire plaisir à moindre frais. Bordel!
L'écologie, ça nous fatigue, José. Il faut faire attention à tout. La chasse d'eau à 2 vitesses, les récupérateurs de pluie, ne plus hydrater mamie l'été. De toute façon, José, on ne peut pas empêcher une vache de péter, et c'est ce qu'il y a de plus polluant. Vous avez été éleveur de brebis, hein, vous savez de quoi je parle, hein, petit salaud. Cette semaine, on apprend dans Libération que l'Irlande et le Danemark souhaitent taxer les pets de vache. 13 centimes d'euros pour une vache irlandaise, 80 centimes pour une danoise. Le paix danois est moins bruyant, mais beaucoup plus polluant. Bon appétit à tous, si vous êtes à table. À la semaine prochaine. Merci. Voilà, c'était Stéphane Guillon. On retrouve la semaine prochaine sur le site canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité de 20h. Catherine, rebonsoir. Donc l'alpinisme, on s'en fait une montagne, mais quand on vous voit, ça a l'air vraiment facile. Vous dites, tous les bébés grimpent naturellement, les enfants trouvent spontanément les bons gestes, mais on leur interdit l'escalade, ce qui fait qu'ils perdent le sens de l'équilibre et qu'ils sont coincés, voilà. Et vous, votre père, vous incitez à monter sur les arbres, sur les murs, sur les rochers. Ah ouais, c'est vrai. Vous étiez branché très très tôt là-dedans, les week-ends, vous alliez à Fontainebleau, l'été en Suisse. Oui. Et dès l'âge de 16 ans, vous faites le Vercors, le Verdon, un peu partout en Europe et dans le monde. Ça devient une drogue pour vous? Tous les week-ends, toutes les vacances, je ne faisais que ça. Ouais. Vous faites de l'escalade à main nue? Vous faites partie de ces gens qui, avec 2 doigts, tirent comme ça. Eh oui. C'est vrai, vous faites ça? Comme des araignées, en fait. Oui, comme des araignées. Spider-Man. Et un petit pet à la descente. C'est normal. C'est fascinant. Ouais. Alors, en tous les cas, à ce jour, vous êtes la seule femme à avoir vaincu en solitaire les Grandes Jorasses, le Cervin et la face nord de l'Eiger. Voilà. Bon, on va regarder. Se détacher de la terre et la laisser en bas, loin derrière soi. Voilà. Et là, t'es sauvé. Avec l'altitude vient le plaisir du vide, cette sensation enivrante de le vaincre et de le maîtriser. Cette fois, nous n'allons pas rester au pied de la montagne. Catherine va nous emmener avec elle et livrer ainsi un peu d'elle-même et de la passion qui l'anime. Il n'y aurait pas ce danger, effectivement. Peut-être que ça me plairait moins, j'en sais pas. Mais quand je réalise mes projets, je me sens presque invulnérable, quoi. Je suis pas super, ça glisse un peu, là. Je veux qu'elle découvre que c'est vachement chouette, quoi. Oui. Voilà, ça s'appelle Au-delà des cimes. Ça sort dans toute la France le 8 avril. Voilà, bravo. Merci. Quel est le sommet le plus haut que vous avez escaladé? Le plus haut, c'était en Himalaya, à 8000 mètres. Et le sommet le plus bas? Le sommet le plus... C'est une connerie. C'est une connerie. T'as des bons auteurs, tu sais ce que c'est. Absolument. Alors, vous avez quand même eu 2 accidents. Hein. Le premier à Chamonix, vous faites une chute de 35 mètres dans une crevasse. Colonne vertébrale et bassin cassé. Ce coup-là, j'étais tombée dans la crevasse. J'ai aussi un autre accident, c'était en Antarctique. Ah oui, oui. J'ai pas fait gaffe, le sol était mou. Et ce qui fait que je suis partie en arrière, comme ça, je me suis vue partir. Ouais. J'ai juste eu le temps de dire à Eric, la corde. En fait, la corde, elle passait juste dans un piolet qui était planté. Et je me suis dit, pourvu qu'il arrête doucement la corde pour pas arracher le piolet, sinon il tombait avec. Hein. Et là, j'ai fait un roulé-boulé comme ça, 2 fois, 3 fois. Puis voilà, je vais mourir, quoi. Ouais. Et puis là, enfin, il arrive, la corde se bloque. Et là, c'était bien. Là, je me suis dit, je suis en vie, j'avais mal nulle part. Puis, bizarre, je vois du sang sur la neige. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Puis, je vois ma jambe qui fait un drôle d'angle. Et là, je soulève le pantalon. J'avais une fracture ouverte de jambe. Ah ouais. Donc là, mauvais. Parce qu'en fait, on était en Antarctique. Donc, en Antarctique, il n'y a personne. Hein. On était à 4200 mètres d'altitude. On n'avait pas de radio. Il n'y a pas de secours. Il n'y a pas d'hélico. Il n'y a rien. Ouais.
Puis là, on se dit, oh là là, ça gamberge après, là, on se dit, bon. Et là, bah, là on l'imagine, on se dit, bon, si c'était arrivé dans les Alpes, l'hélico viendrait, ouais, ce serait tranquille, quoi. Là, Eric me dit, bah, écoute, on va redescendre par là où on vient de monter. Donc là, il a fallu que je rampe sur la face. J'arrive au sommet, j'enjambe le sommet en passant ma jambe comme j'ai pu. Et là, vous mettez 20 heures à descendre. Ouais, ma grande crainte, c'était de perdre connaissance, parce que je pense que Eric n'aurait pas pu me redescendre un paquet inerte, quoi. Ouais. Et mon autre crainte, c'était de me geler les hauts de pied. Donc je me suis forcée à bouger mes doigts de pied, à respirer. Et puis bon, j'arrive au pied, et là, Eric me dit, bon, et je vais aller chercher le traîneau. Moi, j'espérais qu'il me traîne par la combinaison par terre. Mais bon, il m'a dit, non, je vais chercher le traîneau. C'était à 2h. Donc je me suis dit, je vais rester toute seule, il faisait moins 35. Ouais, c'est un peu pénible. Disons que... Elle dit ça, elle raconte ça, tranquille. Non, mais il y a des... J'ai le pied arraché, il faisait moins 35, ça faisait 10 heures que je descendais. Et l'autre con me dit, tiens, je vais te laisser 2 heures toute seule. Non, vas-y, parce que c'est extraordinaire. Non, c'est extraordinaire, ouais. Bon, bref, je suis en bas, et là, je me suis dit, il faut pas que je meure. Parce que souvent, les accidentés, dans ces cas-là, se laissent aller, ils s'endorment. Ouais. Donc je me suis dit, non, faut pas que je m'endorme. Donc j'ai fait des exercices de respiration pour me concentrer là-dessus. Donc pendant 2 heures, j'ai fait ça. Puis enfin, Eric revient. Et puis bon, là, je vais faire la courte. Il y a eu la tempête qui s'est arrivée. Non, mais ça aurait été trop facile. Il y a un truc extraordinaire, c'est qu'avec Eric, justement, là, vous parlez plus, c'est-à-dire vous partagez le travail, lui, il gère la sécurité et vous gérez votre douleur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, à ce moment-là, ils ne sont pas en fusion, en osmose pour se battre. Ils se partagent le boulot. On a besoin de toutes nos forces pour agir correctement. Ouais. Et ce qui nous a sauvés, c'est notre expérience. Parce que c'était pas gagné. Même arrivé en bas, après, quand il y a eu la tempête, il a fallu attendre 4 jours qu'un avion puisse venir. Non, mais c'est vrai, ça va. C'est pas la tente qui commençait à se détruire, vraiment, c'était un peu chaud. Oui, et puis les ours qui tournent. Non, il n'y a pas d'ours. Et les vautours, les fameux vautours de l'Antarctique. Dans le film qui est sorti dans la région Rhône-Alpes depuis le 18 mars et qui sort dans toute la France le 8 avril et que je vous conseille, qui s'appelle Au-delà des cimes, que vous avez réalisé avec Rémi Tézier. Alors là, vous montrez la montagne sous un jour complètement différent. Hein. On montre que le plaisir qu'on y prend. Voilà. Vous êtes plus dans le partage que dans la performance, quoi. Oui, et ça, on montre, en fait, on fait toucher du doigt au spectateur comment c'est d'être en haute altitude. Et les gens qui le voient ont l'impression d'être avec nous. Bien, on va terminer cette émission avec le champion de l'actu. Attention, vrai ou faux, Bruxelles envisage d'autoriser les viticulteurs européens à pratiquer le coupage du blanc et du rouge pour en faire du rosé. Oui. Oui, bravo. Ah oui, c'est vrai, c'est une catastrophe. C'est Jobard. Déjà que le rosé, c'est pas bon. Non, ça dépend. Il y en a du bon. Il y en a du bon. Il n'y a aucun bon rosé. Si, je suis pas d'accord. Je suis prêt à faire un débat de 8 heures. Bon. En Provence, je vais t'amener voir un copain. En Provence, il y a du bon rosé. Non, mais tu verras. Tout le monde connaît des excellents rosés. Attention. Qui a été sélectionné au prix de l'humour politique pour avoir déclaré « Le vrai changement au PS, ça serait de gagner ». Olivier Besancenot, Benoît Hamon, Bertrand Delanoë, Laurent Fabius, Arlette Laguillet. Delanoë, bravo. Il est drôle, hein? Ouais, il est devenu très marrant. Ouais. Vrai ou faux, le numéro de téléphone unique du Pôle emploi destiné aux chômeurs serait surtaxé? Ça serait trop beau. On va dire vrai. Vrai, oui. Le 39,49 coûte 11 centimes d'euros la minute, mais 6 à 7 fois plus cher depuis les portables. Sans déconner. Si t'es chômeur, que t'appelles Pôle emploi depuis ton portable, t'es surtaxé. Génial. C'est bien organisé tout ça. C'est bien fait. Ouais, c'est bien. Il y a des chômeurs dans la salle. Les chômeurs. Mais les pauvres, ça va, les chômeurs. Hein. Ça râle. À qui Ramayad a-t-elle envoyé le SMS suivant? Je ne sors pas de la brousse, je suis diplômé et je suis administrateur civil au Sénat. À Nicolas Sarkozy, à Brice Hortefeux, à Nadine Morano, à Christine Boutin ou à Marine Le Pen. Morano.
Morano, bravo. Moi, j'allais dire Kouchner, mais... Ah, dis donc, t'es plus au Guignol, mais tu suis l'actu quand même, hein. Morano avait déclaré que les représentants des minorités devaient en faire plus que les autres. Selon le rapport d'un centre de recherche américain, avec quoi le Hezbollah libanais gagne-t-il annuellement 18 millions d'euros? La vente d'opium, le proxénétisme, le commerce d'armes artisanales, les enfants de moins de 6 ans formés pour la mendicité ou le piratage de films. Piratage de films. Bravo! J'allais le dire. Non, mais J'allais le dire. ça a remplacé le hashish. Ouais. Selon Rand Corporation, le Hezbollah les vend principalement dans la zone des 3 frontières entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. C'était dans Libération le 10 mars. Et ils vendent les DVD des Guignols, 20 ans des Guignols déjà, le Hezbollah. Ah, putain. C'est en vente depuis 2 jours et ils le vendent déjà. Non, ils sont forts, le Hezbollah. Hein. Qui est en tête, Stéphane? Largement Bruno Gassio. Bruno King Size Gassio, d'accord. Bah, de toute façon, ça ne rime à rien, puisque maintenant, il y a le banco, et tout est remis en question. C'est injuste. Eh, la vie est injuste, c'est le banco. Alors, qu'est-ce que 30% des Français ne font jamais? Se laver les oreilles, regarder la télévision, lire un livre, acheter le journal, tromper leur femme ou manger de la viande. Se laver les oreilles. Lire un livre. Ouais, bravo. Et voilà, c'est José Bové. José Bové le gagnant. Un big up pour José Bové. C'était Salut les terriens avec José Bové pour la liste Europe Écologie. Alexandre Adler, le nouveau rapport de la CIA, comment sera le monde en 2025, chez Robert Laffont. Bruno Gassio, directeur de la fabrique chez Canal+. Et évidemment, les 20 ans des Guignols en DVD, que du bonheur, pendant 4 heures. Catherine Destivelle, Au-delà des cimes, qui est sorti le 18 mars en Rhône-Alpes, mais en France, dans toute la France, le 8 avril. N'oubliez pas le week-end SIDAction, le seul numéro pour les promesses de dons, c'est le 110, voilà. N'écoutez pas Benoît XVI, voilà. Je vous laisse avec le SAV Thomas et Fred et mes amis de Groland, Maxime. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.